Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Média Pro qui décrypte pour vous l'actualité médiatique et audiovisuelle. Ce soir, bien sûr, on va continuer notre décryptage sur la situation à Gaza. Et ce soir, nous allons parler un petit peu de l'échec de la propagande sioniste et militaire à Gaza. Cette fois, on ne va pas parler d'Al Jazeera qui consacre essentiellement ses sujets sur justement les massacres des civils et la population palestinienne. Nous allons surtout montrer des images de la presse ou des télévisions occidentales qui dévoilent la manipulation de l'armée sioniste. On regarde ces images et on revient au débat. C'est sûr, Gallagher, quand on voit un biberon au-dessus d'un bloc siglé OMS, voilà, ça fait effectivement mal au cœur. Pour le coup, moi, j'ai regardé cette séquence en direct hier soir quand elle a été diffusée et je ne suis pas du tout convaincu. Il y a un biberon là, vous dites, sur un bloc électrique. Ouais, c'est ça. Bon, il se trouve que cet hôpital, c'est un hôpital pédiatrique. Ensuite, quand vous chaussez des lunettes de journalistes, si vous voulez, on va dire indépendants, et que vous regardez cela, il n'y a rien de totalement convaincant, sans l'ombre d'un doute. Des rideaux devant un mur, c'est extrêmement bizarre. C'est franchement d'un goût douteux. Est-ce que ça prouve quelque chose? Un biberon sur un bloc électrique. Une moto, qu'est-ce qu'elle fait là? Je n'en sais rien. Là, ils vont faire venir la police scientifique, etc. Cette liste, là, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention. Vous savez ce qui est écrit sur cette liste? Non, alors lui, il nous dit que c'est les noms des types qui... Voilà, et c'est les noms de la semaine. Donc à moins que les terroristes se fassent appeler lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, etc. Il y a une chose. C'est les noms de la semaine qui sont inscrits? Oui. Bah, c'est logique s'il faut une rotation. Tout en haut. Oui, mais lui, en fait, lui dit, chaque terroriste a signé cette liste. C'est ce qu'il dit. Il y a jusqu'à dire que c'est une mise en scène de ça, que ça pourrait être, une mise en scène de être une. Alors, mise en scène, je ne le sais pas. C'est clairement une tentative de démontrer quelque chose, mais d'une manière qui, à mon sens, n'est pas probante. Described the Al-Shifa hospital as the main headquarters for Hamas's terrorist activity. This IDF animation, posted in late October, claims to represent a Hamas tunnel system underneath the hospital. But having been inside Al-Shifa since early Wednesday, Israel's yet to produce evidence of the tunnels. It has allowed the BBC and Fox News to film at the hospital, though only locations of Israel's choice. This is what they found. Israel also released its own 7-minute video, which BBC Verify has analysed. A watch, visible in that video, suggests it was filmed a few hours before the BBC arrived. And this IDF video was posted, then deleted, then reposted, this time without a section referring to an Israeli soldier who'd been held hostage. I don't know when this was used the last time. Also in the video, we see a room with an MRI machine. And if you zoom in and we get some light over here, what you'll be able to see is military equipment. The BBC was shown the same room. And what we see in the two videos doesn't precisely match. For example, there's one gun in the IDF video, two by the time of the BBC footage. Israel has told BBC Verify this is because more weaponry and terrorist assets were discovered throughout the day. And as always, an AK-47. Israel also says its video is a single shot with no edit. But this appears to be an edit. We don't know the reasons for that edit, nor how significant it is. The IDF, though, says suggestions it's manipulating the media are incorrect. The IDF video also shows military equipment in other locations, though we can't verify how it came to be there. And what we see in this IDF video doesn't equate to Israel's description of Al-Shifa as an operational command center for Hamas. The US is using a different phrase, saying Al-Shifa was used as a command and control node. That implies a much smaller facility. Israel is adamant this hospital was a command center, but for now at least, it's either not found supporting evidence or it's not sharing it. Back to you, Sophie.
Voilà, c'était 3 images importantes qui dénoncent un petit peu la manipulation ou qui montrent un petit peu l'échec de la propagande sioniste à Gaza. La première image, c'est bien sûr cette fameuse propagande de l'armée sioniste qui montrait à l'intérieur justement de l'hôpital Shifa la découverte d'armes et justement de présence de militaires du Hamas à l'intérieur de l'hôpital. Ce que dénonce justement le journaliste Gallagher Fenwick sur le plateau de LCI. La deuxième, bien sûr, c'était la BBC qui montre un petit peu la défaillance ou, disons, l'effet maladroit de l'armée sioniste sur ce qu'ils appellent, eux, la découverte d'une cache d'armes. Enfin, bien sûr, la dernière, elle est très importante et très censurée sur les réseaux sociaux. C'est les images exclusives qu'a diffusées le journal israélien Haaretz, qui est de gauche, et qui montre l'attaque à l'hélicoptère Apache d'un convoi, justement, d'Israéliens le 7 octobre. Après, ils attribuent ce massacre aux combattants du Hamas. Faisal Matawi, la propagande est dévoilée au grand jour. Oui, en temps de guerre, on sait bien que la première victime est toujours la vérité. Et la propagande a plusieurs niveaux, mais à ce niveau-là, j'allais dire de l'amateurisme, parce que l'armée israélienne est présentée comme une armée sophistiquée qui a des moyens et qui a la possibilité de manipuler les opinions à travers le mensonge, à travers des contre-vérités. Là, elle se fait prendre, y compris par les médias alliés, parce qu'on ne va pas dire que la BBC... C'est les médias occidentaux, on précise, c'est LCI, c'est la BBC et surtout Haaretz, qui est un média public israélien. C'est un journal qui, il faut le dire pour l'histoire, qui a dès le début émis des doutes sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Peut-être qu'on a une partie de cette attaque attribuée à Hamas comme ce qu'on appelle dans le langage donc de la manipulation une attaque false flag, ça veut dire fausse bannière. Et peut-être qu'il y a eu aussi une erreur de l'armée israélienne qui a confondu dans sa riposte et dans ce qui s'est passé ce soir-là. Il y a aussi ce qu'on appelle dans le jargon militaire israélien le protocole Hannibal. C'est un protocole qui stipule que lorsqu'il y a des soldats qui sont pris ou ont pris en otage, on tue les soldats pour ne pas les avoir comme captifs. Ça, c'est une règle visiblement qui a été abandonnée, mais qui a été appliquée. Ça, c'est la presse israélienne, enfin, une partie qui en parle. Mais disons que sur la propagande, parce qu'on a justifié l'armée israélienne à Gaza a attaqué plusieurs hôpitaux. Pratiquement tous les hôpitaux sont hors circuit actuellement. Et on sait qu'en temps de guerre, si les hôpitaux ne sont pas utilisés comme des sanctuaires de guerre, ils sont des cibles qui sont protégées par le droit international. Donc on est face à un crime de guerre. Et pour justifier, ou si vous voulez, pour essayer de camoufler, la propagande militaire israélienne a utilisé de ce stratagème. On a montré des armes à côté d'un scanner, alors qu'on sait que le scanner ou l'IRM attire les matières en métal. Et donc il y a eu beaucoup de caricatures qui se moquaient de ça parce que c'était vraiment... Et Kalachnikov était à côté d'un IRM. En plus, un laptop, on dit que c'était un laptop qui appartient à Hamas. Alors vous pouvez imaginer que Hamas, qui est quand même un groupe qui sait à qui a affaire, va laisser un laptop ouvert à la disposition des militaires pour avoir accédé à l'information. L'image qui a fait le buzz et qui a fait rire un petit peu les internautes, c'est cette fameuse liste placardée sur le mur et qui, le soldat justement de l'armée sioniste présente comme une liste de combattants du Hamas, mais en réalité, c'est les jours de la semaine. Hein. Absolument, et qui aurait pu être placardé carrément par l'armée israélienne, parce que quand on fait de la propagande de cette manière, on est capable à tout. Et d'ailleurs, même beaucoup de journalistes, y compris de... Même Gallagher l'a dit justement sur le plateau, qui ne dit pas comme quoi ces armes ont été déposées par justement l'armée d'occupation israélienne. Même des chaînes comme CNN, comme Fox News, qui est une chaîne qui a toujours été pro-israélienne depuis très longtemps, qui appartient d'ailleurs à un patron qui est Robert Iger, qui est de Walt Disney Company, qui était confession juive, et aussi la BBC et d'autres, et New York Times aussi, parce qu'il y a des journalistes qui sont partis avec le militaire, ils ont même écrit que probablement ces armes ont été déposées par les Israéliens eux-mêmes avant l'arrivée des journalistes, parce qu'on prend les journalistes aussi pour des personnes qui ne peuvent pas penser. Et je pense que dans cette guerre, il y a un échec total de cette propagande pour justifier les attaques contre l'hôpital Shifa. L'hôpital Shifa a été attaqué, il y a eu beaucoup de morts, y compris des bébés. Vidé. Et on a même installé, parce qu'on nous a parlé de ce qui a été vendu pour l'opinion,
couloirs ou de tunnels appartenant à Hamas sous l'hôpital. Alors, personne n'a vu ces tunnels. Pour personne n'a vu ces l'information, la combattants. BBC le montre bien, les Israéliens ont... Quelques-uns, je pense qu'ils ont construit l'hôpital Shifa, donc ils avaient un petit peu, ils connaissent un peu l'architecture, mais ils se perdent dans cette architecture et disons que les images qu'a montré la BBC dénoncent un petit peu la manipulation, sachant qu'il y avait 2 journalistes qui ont fait ce reportage, c'était Fox News et la BBC, mais BBC l'a justement dénoncé, montrant la manipulation et même par la suite, l'armée sioniste avait posté la vidéo sur son réseau social. Par la suite, elle a supprimé. Elle a retiré, elle a même remonté pour faire passer l'idée. Mais au début, rappelez-vous, l'armée israélienne, avant l'attaque de l'hôpital Shifa, c'est pas le seul hôpital qui a été attaqué. Il y a d'autres hôpitaux. Oui. L'hôpital indonésien, je rappelle qu'il y a 35 hôpital turc, etc., jordanien, etc. Chaque jour, ils attaquent les hôpitaux. Ils pensent que Hamas va donc habiter dans les hôpitaux. Et il faut, entre parenthèses, après 34 jours d'attaque de guerre contre les civils palestiniens, il n'y a visiblement aucun résultat sur le plan militaire par rapport au Hamas, parce que l'objectif était de détruire Hamas, le mouvement donc, palestinien. Tout le monde se pose la question comment on peut détruire une idée, parce que Hamas c'est d'abord une idée, avant d'être des combattants. Disons qu'au début, l'armée israélienne a montré des 3D, des images en 3D, et ça a été repris par certains médias, je veux dire médias occidentaux, comme une vérité absolue. Voilà, voilà Hamas, on montre les tables, c'était de la 3D. Avec le drapeau du Hamas, etc. Donc c'était un montage, j'allais dire, grossier et très mal fait. Le plus grave, c'est que le jour de l'attaque de l'hôpital Shifa, la Maison-Blanche, bien sûr qui fait montre d'un alignement presque total sur les thèses israéliennes, a parlé dans un premier communiqué, comme quoi il y aurait des tunnels de Hamas sous les hôpitaux Shifa, comme pour justifier ou couvrir les attaques contre l'hôpital. Et après, la Maison-Blanche commence à changer d'avis. Ça veut dire que la Maison-Blanche, malgré tous les moyens de communication qu'elle a, et on sait qu'il y a des fissures dans l'architecture diplomatique américaine par rapport à la guerre à Gaza. La même chose en France, il y a des ambassadeurs qui ont écrit au président Macron, selon le journal Figaro qui en a parlé, en Grande-Bretagne, et en Allemagne et dans d'autres pays. Et la Maison-Blanche a essayé de rectifier le tir, mais c'était parti. L'hôpital Shifa, et l'histoire le retiendra, était bel et bien attaqué par l'armée israélienne qui en fait actuellement une caserne. Reda Harirash, on a remarqué un changement de cap des médias occidentaux. Aujourd'hui, ils n'hésitent pas à dénoncer la propagande et la manipulation des médias, notamment des médias ou des porte-paroles de l'armée sioniste. Effectivement, parce que cette guerre commence quand même à s'éterniser quelque peu. Israël a toujours été en mesure de dicter les informations qu'elle délivrait aux pays occidentaux lorsqu'elle menait des conflits qui étaient relativement courts, comme la guerre des 6 jours par exemple. Lorsque les conflits sont courts, elle peut fabriquer sa propre légende à travers notamment des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, mais qui lui permettent de très rapidement prendre le dessus par rapport à ses adversaires. Et c'est à partir de ce moment-là où elle-même, elle finit par mythifier le récit. Mais avec, en ce 21e siècle, le monde de l'information et des médias a évolué et Israël n'est plus le seul détenteur de l'information dans la région. Donc il aurait fallu justement qu'elle mette fin d'abord à cette offensive, parce que cette offensive finit par susciter l'hostilité des opinions publiques un peu partout dans le monde, parce que beaucoup d'enfants sont morts, et donc les gens, justement, ils sont demandeurs d'informations. Lorsqu'ils apprennent que dans un conflit, des populations civiles sont exposées matin et soir à des bombardements aussi intenses, ils finissent par eux-mêmes s'informer. Donc la machine de guerre médiatique est en train de se retourner contre eux, et ça, ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu parce que, comme je l'ai dit au départ, ils ont opté pour quand même un conflit qui dure depuis plus de 5 semaines et qui, plus il dure, et je dirais plus le mensonge est découvert. Sofiane Baroudi, on a remarqué justement le changement de cap des médias français au sujet justement de la propagande sioniste. Aujourd'hui, on n'hésite pas à critiquer, mis à part I24 et BFM TV,
la majorité des chaînes de télévision occidentales et même françaises donnent de l'information crédible et même parfois humilient certains porte-parole de l'armée sioniste. Alors déjà, premièrement, c'est relatif, je rejoins Leda, à une pression très très importante des opinions publiques. Il faut rappeler l'ampleur des manifestations et des mobilisations pro-palestiniennes en Occident, en Europe et aussi aux États-Unis. C'est vraiment du jamais vu. En Grande-Bretagne, il y avait plus de 300 000 personnes juste à Londres. La mobilisation a aussi couvert l'Écosse et l'Irlande. En France, il y a quasiment chaque semaine des mobilisations très très importantes, notamment en impulsion de la France Insoumise et aussi de la CGT et beaucoup de réseaux de solidarité. Donc ça, c'est un facteur qui est premièrement très important. Pour l'opinion aussi publique française, ce qui a été important à mon avis, ça a aussi été le bombardement de l'Institut français à Gaza et de l'AFP et l'assassinat en masse de journalistes, ce qui empêchait vraiment... Qui travaillent pour les médias français, je Exactement. C'est l'AFP, c'est l'agence France Presse qui a été ciblée directement. Et il y a aussi d'autres éléments, c'est-à-dire que la première étape a été ce qu'on appelle l'organisation de médias mensonges pour justifier justement toute l'ampleur des opérations génocidaires. Les principaux médias mensonges sont en train d'être complètement déconstruits. Par exemple, il y a l'affaire du kibbutz, c'est l'affaire de la rave party dont on a vu les vraies images qui ont commencé déjà à filtrer depuis une quinzaine de jours. Actuellement, c'est un fait accompli. La plupart des assassinats ont été le fait justement de l'armée d'occupation. Ça a été aussi le cas de l'affaire des bébés qui avait choqué, ému l'opinion publique parce que l'objectif justement du média mensonge, c'est de gagner, si vous voulez, sur le plan émotionnel pour justifier ensuite des opérations militaires à très grande échelle. C'est ce qu'on a vu dans un premier temps, il y a eu ce qu'on appelle un tapis de bombes sur Gaza, c'est-à-dire des bombardements intensifs aériens et ensuite une opération militaire terrestre complètement disproportionnée qui a été dénoncée par l'Organisation des Nations Unies comme étant clairement, si vous voulez, une opération génocidaire parce qu'il s'agit, le vrai objectif, c'est le déplacement de la population, le déplacement forcé. Et donc, ces médias mensonges qui ont, dans un premier temps, suscité l'émotion, ont fini par se retourner contre l'armée d'occupation, vu que les principaux objectifs militaires que sont, par exemple, le démantèlement des postes de commandement de Kataib el-Qassam n'ont pas été atteints et on va dire que le paroxysme a été atteint avec l'attaque des centres hospitaliers et des écoles et notamment l'affaire de l'hôpital Shifa qui a provoqué une indignation très très profonde vu que c'est un centre hospitalier qui a été attaqué par des moyens militaires complètement colossaux et que le résultat concret n'a pas été démontré parce que comment la chose a été présentée? Ça a été présenté comme étant un poste de commandement du Hamas et de Kataib el-Qassam et de la résistance palestinienne, ce qui n'a pas pu être démontré. Et les opinions publiques, les journalistes et même, si vous voulez, tout le mainstream qui soutenait l'opération sioniste a fini par se désengager, voire par dénoncer. Merci Sofiane Baroudi. On fait une petite pause et on revient au débat. Avant justement de relancer le débat et de voir d'autres vidéos qui parlent justement de l'échec de la propagande sioniste, Faisal Mataoui voulait parler d'autre chose qui justement démontre la manipulation de l'armée d'occupation israélienne. Oui, parce qu'on nous a montré une infirmière avec des lunettes, avec son téléphone, qui pleurait, qui disait « Le monde doit savoir ce qui se passe ici par rapport à Hamas ». Elle parle en arabe, en anglais. Elle dit que le Hamas prend le carburant et les médicaments et que je n'ai pas de morphine, etc. pour soigner un enfant. Et puis elle parle un drôle d'arabe et tlaou, c'est mal exprimé. Donc ceux qui ont fait l'analyse de la vidéo, y compris des spécialistes du sang, parce qu'il y a eu un bombardement, une espèce de bombardement en arrière-plan. On s'est retrouvé que ceux qui ont analysé la bande sang, ils ont dit que c'est le même sang qui se répète. Donc c'était vraiment un montage flagrant qui va dans le même sens que la propagande évoquée plus haut. On a vu aussi d'autres types de propagande qui a mal tourné. Il faut signaler un fait, Salim, c'est que le ministère des Affaires étrangères israélien a dépensé presque 4 millions de dollars pour envoyer des vidéos anxiogènes, disant qu'ils vont tuer tous les Israéliens, ils vont tuer tous les Juifs, etc. Où? C'est la grande question. Ces vidéos sont envoyées dans les plateformes de jeux. Alors, donc, on cible le public jeune. Quand les jeunes sont en train de jouer sur online, il leur arrive une vidéo disant voilà, il y a une guerre, ils veulent exterminer les Juifs. Et ça a duré pendant un certain temps avant que ça se retourne, parce qu'on parle de la Hasbara, parce que les sionistes utilisent le terme Hasbara, c'est la propagande. Et beaucoup de monde pense que cette Hasbara
clairement échoué cette fois-ci. Parce que la guerre a duré, et comme l'a expliqué Reda, c'est la guerre de haute intensité. Quand elle dure, elle dévoile les faiblesses de la propagande israélienne. Alors cet échec justement de la propagande israélienne s'ajoute justement à l'échec des porte-paroles de l'armée d'occupation sioniste. Alors sur les plateaux de télévision, bien sûr, ils sont à l'aise sur I24 et BFM TV, puisque ces deux chaînes appartiennent à l'homme d'affaires franco-israélien Drahi. Par contre, sur d'autres plateaux, notamment LCI et TV5, le porte-parole, justement, Rafovitch, s'est fait humilier face aux journalistes de LCI et de TV5 Monde. Mais ces propos ont provoqué un tollé, hein, évidemment. En effet, selon l'Union européenne, le Hamas est une organisation terroriste et pas Israël. Question, est-ce que vous retirez ces propos ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont vrais, non? Ah, c'est vous qui le dites. Pourquoi ils sont vrais? Vous ne trouvez pas que c'est vrai que l'État d'Israël est un État terroriste? Il n'y a pas un terrorisme d'État. C'est pas condamné comme ça par les instances internationales. Ça, c'est votre opinion. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que l'État d'Israël est un État terroriste. Bien sûr. État terroriste. Attendez. C'est très lourd ce que vous dites. Attendez, des dizaines de milliers de morts ces dernières années. Okay, 4000 enfants sont morts sous les bombardements. Vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme? Vous ne trouvez pas aujourd'hui 37 bébés sont dans les couveuses, sont en train de mourir sous les bombardements israéliens, et vous ne trouvez pas que c'est du terrorisme d'État? Pied d'égalité, le Hamas, organisation terroriste, et l'État d'Israël. J'ai dit que ces 10 dernières années, il y avait effectivement eu 6000 morts, je veux dire, comptés par l'ONU. C'est une démocratie, Israël, quand même. C'est un État colonial et un État d'apartheid. Israël est une démocratie en guerre et ne veut pas, à la différence du Hamas, monsieur, ne veut pas que les civils soient tués et massacrés. Par contre, le Hamas l'a fait, lui, déterminé. Donc à un moment donné, il faut un peu arrêter d'accuser Israël d'être celui qui est le méchant. Le méchant, c'est le Hamas. Ok, colonel, le patron de l'Organisation mondiale de la santé qualifie la réponse d'Israël, son échelle de plus en plus injustifiable. Votre réaction à ces propos? Ces images, vous le savez, font le tour du monde, notamment ces bébés. Il manque de carburant, il manque de tout dans cet hôpital de Shifa. D'ailleurs, les soldats israéliens vont sans doute vous le rapporter. Est-ce que vous allez prendre compte désormais l'urgence humanitaire dans l'enclave palestinienne? Est-ce que vous prenez l'État d'Israël pour un État qui ne connaît pas les règles de la démocratie et du droit international? Nous sommes une armée d'un État démocratique face au fascisme islamiste intégriste le plus horrible. Donc nous faisons ce que nous faisons au niveau de la défense d'Israël et des Israéliens et de tous les Israéliens, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans. Et entrer dans un hôpital, pour vous, ça correspond, Olivier Rafovitch, entrer dans un hôpital, ça correspond selon vous au respect des règles et du droit international et en particulier humanitaire? Et pour vous, un hôpital qui est utilisé comme base militaire? Non, moi je ne donne pas mon point de vue, Olivier Rafovitch, vous êtes porte-parole de l'armée israélienne, je suis journaliste, je vous pose la question. Non, moi je la pose aussi, vous êtes journaliste, vous êtes également un être humain, vous êtes également quelqu'un qui habite en Europe. Un hôpital doit-il être utilisé comme base militaire? La réponse est non, évidemment. Évidemment que non. Il n'y a aucune stratégie militaire qui fait que vous puissiez faire sortir, par exemple, si ces combattants s'y trouvent avant d'entrer dans l'hôpital? C'est impossible. Vous croyez quoi? Qu'ils se comportent selon le droit international? Qu'ils se comportent selon la justice, selon le respect du droit humain? Donc donc vous comportez comme le Hamas, c'est ce que vous nous dites ce soir? Là, vous comportez maintenant non pas comme un journaliste, mais comme quelqu'un qui prend une position politique. Olivier Rafovitch, vous venez de dire le Hamas, comment s'est-il comporté? Je vous demande si vous calquez sur eux. Non. Monsieur, je vous demande un peu de respect, s'il vous plaît. Ce que vous me dites là, c'est une attaque à l'État d'Israël et à Tsahal. Alors reprenez votre propos pour qu'on le comprenne. Non, reprenez-vous votre propos pour que je comprenne. Merci beaucoup, Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous en direct ce soir sur TV5 Monde. Merci à vous. Voilà, c'était l'humiliation du porte-parole de l'armée sioniste Olivier Rafovitch qui s'est fait humilier par le journaliste de TV5 Monde, Mohamed Qassi. Également, sur le plateau de LCI, on a vu également un peu avant une vidéo de la télévision belge dont un homme politique dénonçait ouvertement Israël comme un État terroriste. Oui, c'est un point de vue ce qui est courageux sur un plateau européen. Oui, c'est un point de vue qui est partagé par beaucoup d'analystes plus ou moins honnêtes, parce qu'on ne peut pas se taire lorsque des hôpitaux sont bombardés. Bombarder un hôpital est un crime de guerre. Bombarder des civils est un crime de guerre.
bombardé des enfants, tué des enfants, presque 5000 enfants. Viser des hôpitaux, des écoles, des boulangeries, des églises, des commerces, des églises, des mosquées. Les journalistes, et d'ailleurs les journalistes, parce qu'on a tendance à l'oublier. On en parlera justement. Il y a 26 journalistes arrêtés en Cisjordanie. Parce qu'il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie. Donc Israël est en train de lutter contre qui en Cisjordanie? Contre les Palestiniens, bien sûr. Elle empêche les journalistes de travailler. Pire, ils sont en train de casser le matériel des journalistes. Ils ont même cassé une caméra en direct de la télévision turque TRT, ça a été diffusé par la chaîne. Et donc ils ne veulent pas de témoins. Là, ça veut dire que dans l'offensive actuelle, ils vont passer à la Cisjordanie dans la même idée de l'épuration ethnique, parce qu'on a tendance peut-être à ne pas comprendre le sens de l'épuration ethnique. L'épuration ethnique signifie qu'on vide une zone de ses habitants. Ce n'est pas uniquement les crimes. On vide la zone pour les remplacer par d'autres. Ce qui s'est passé, on a tenté de le faire dans les Balkans à un moment donné. Et donc, face à ça, il y a quand même des personnes sensées qui comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La propagande au début a dit qu'Israël va encore se défendre. Le terme premier, c'était Israël, le droit de se défendre. Puis après, c'est devenu il faut détruire Hamas. Or, tous les analystes, y compris militaires, constatent que Hamas n'a pas été détruit et que les Kataib al-Qassam, les combattants de Hamas, continuent d'attaquer les soldats israéliens sur le terrain. Justement, on n'a pas montré les images que diffuse Hamas sur la réussite de l'attaque militaire. C'est-à-dire que la riposte militaire, elle est effective et visible. L'armée sioniste a perdu beaucoup de chars, ce qui est extraordinaire, vu le poids de l'armée par rapport aux combattants du Hamas. Un char coûte, je ne sais pas qui a mis ça sur Twitter, 7 millions d'euros. Et la roquette il est très cher. Très cher, et la roquette qui détruit le char, c'est $200. Donc vous voyez l'image parce qu'il y a des pertes économiques, il y a des pertes militaires qui ne sont pas encore visibles. En temps de guerre, on va essayer de les minimiser ou de faire en sorte que ça ne marche pas. Justement, le porte-parole Olivier Rafovitz, qui parlait sur le plateau de LCI, refusait d'identifier Israël comme un État méchant. Et quand il a dit que Hamas, ce sont eux les méchants, on a vu les invités rigoler un petit peu sur lui. Il s'est fait un petit peu ridiculisé sur un plateau de télévision française. Oui, parce que ceux qui sont en train de parler de crimes de guerre, c'est les ONG internationales respectables, comme Amnesty International, l'ONU, l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui donne les chiffres des enfants tués. Plus d'une centaine de résolutions non encore Toutes ces organisations ne peuvent pas être soupçonnées d'être affiliées à Hamas. Ouais. Donc la propagande, quand elle atteint un certain niveau, elle va devenir risible. Elle est plus crédible, la propagande sioniste. Et c'est pour ça que je pense que cette offensive israélienne à Hamas va probablement s'arrêter rapidement, parce que là, c'est l'opinion publique qui s'est retournée. Sans et Reda, on en parlait. On a vu des manifestations partout, y compris au sein du Parlement américain, au sein de la télévision Fox News. On va le voir tout à l'heure. On a vu des personnes s'allonger par terre à Oslo, en Norvège, avec des couverts de draps blancs pour signifier. Et on a vu des joueurs de football. Sans parler des stades. Et des stades et des artistes aujourd'hui. Il y a des artistes qui ont marché. Ouais. Bon, même Hollywood. En France, marche blanche pour dénoncer un peu ce qui se passe. Reda Harira, je voulais intervenir sur justement cet aspect. Oui, je voulais dire aussi que l'intervention de l'armée israélienne aux abords de Gaza ne donne aucun résultat tangible, parce qu'on a affaire à un conflit de type asymétrique. Lorsque vous envoyez des chars comme ça à proximité d'agglomérations urbaines, ces chars se retrouvent exposés aux contre-attaques des combattants du Hamas. On l'a vu en 2006, lors de la guerre qui avait opposé l'armée israélienne au Hezbollah. Donc c'est une armée qui n'est pas adaptée à ce type de conflit. Oui, ça nécessite d'envoyer, ils essaient d'envoyer donc quelques commandos pour quelques opérations ponctuelles, mais pour pouvoir investir... Ils ont échoué sur le plan militaire. Mais il y a une opération terroriste de grande ampleur. Oui. Sofiane Baroudi, justement, je voulais parler un petit peu de l'image qu'offre le terrain de guerre de Gaza. Beaucoup d'analystes, beaucoup de critiques, notamment audiovisuels et cinématographiques, font le parallèle entre Stalingrad et le Vietnam et l'échec de l'armée nazie face aux Russes, l'armée américaine face aux Vietnamiens. Exactement. Déjà, le premier parallèle qui a été fait dans ce sens, c'est le président russe, Vladimir Poutine, qui a parlé du siège
de Stalingrad pour évoquer justement le siège criminel contre la bande de Gaza. Actuellement, on est allé plus loin que ça, vu qu'il y a une incursion et une invasion terrestre de très grande ampleur sur plusieurs axes, au moins 4 axes, qui peinent à avancer justement parce que aussi il y a une résistance très acharnée et très courageuse de la part de la résistance palestinienne qui gagne y compris la bataille de la communication et de la contre-propagande. Tout à fait. Ce que vous disiez tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi vraiment une proximité importante avec le Vietnam, vu qu'il s'agit, les réseaux souterrains n'ont pas encore été découverts. La guerre du Vietnam a posé beaucoup de problèmes aux Américains parce qu'il y avait ce qu'on appelle le Viet Cong, c'est-à-dire 200 km de souterrain dans un environnement de jungle. Et c'est ce que les Américains n'ont jamais réussi à surmonter et c'est ce qui a permis la victoire du Viet Minh et la libération du Vietnam. Gaza, c'est plus de 500 km de souterrain et dans un espace urbain. Ce n'est pas un espace de jungle comme c'était le cas. Le Vietnam, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué vu qu'il s'agit d'un espace urbain. Ensuite, il y a eu beaucoup de critiques de la part d'observateurs stratégiques sur la tactique qui a été utilisée par l'armée d'occupation. C'est-à-dire qu'en bombardant massivement, on crée beaucoup de difficultés pour l'avancée des blindés et des chars et si vous voulez, on crée des faiblesses qui permettent par exemple aux snipers de la résistance de pouvoir travailler d'une manière plus à l'aise, si vous voulez, contre l'armée d'occupation qui sera obligée à un moment de quitter les engins blindés pour marcher à pied et qui seront pris pour cible par les combattants de la résistance palestinienne. Et donc, il y a aussi beaucoup d'incohérences au niveau tactique qui s'expliquent par le fait qu'il y ait une forme d'hystérie de la part de l'entité sioniste qui a plusieurs fronts à gérer en réalité parce que Gaza, si vous voulez, c'est juste l'invasion de Gaza, c'est une volonté de montrer encore une situation de toute puissance alors qu'il y a une situation de défaite stratégique très très profonde parce qu'il y a le front du Liban par exemple qui est très très animé. Il y a le front du Yémen aussi. Et où l'entité sioniste n'arrive pas à avancer parce que le front nord, c'est un front qui est très très craint. Il y a des attaques quotidiennes, et il y a des ripostes, mais c'est des ripostes localisées. Mais il y a aussi un point, parce que dans la Cisjordanie, le point qui dit, y compris par Netanyahou qui intervient comme moi, souvent dans la télévision pour essayer de faire passer son message, il est critiqué, il y a des manifestations à Tel Aviv contre lui. Devant chez lui. Il y a beaucoup de familles d'otages qui lui demandent de démissionner et de le traduire en justice parce qu'il a des affaires de corruption. Entre-temps, cette guerre... Il faut préciser qu'avec les bombardements, il tue aussi les prisonniers israéliens qui sont détenus par les... C'est un peu ce que j'ai lu dans les journaux israéliens, justement sur ce point, parce que quand on dit on va libérer les otages en les bombardant, comment on peut libérer des otages dont on ne sait pas, parce que visiblement la propagande et l'armée israélienne ne sait pas où se trouvent les otages de Hamas, et on bombarde les villes pour les libérer. Donc beaucoup de monde ont dit qu'il y a un paradoxe, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ne veulent pas négocier parce que le Qatar ils ne veulent pas de négociation pour dire que moi j'ai gagné. Donc je pense que la libération des otages n'est qu'un prétexte pour continuer l'offensive. Avant de continuer justement le débat, on va regarder un petit reportage qui a été réalisé par une chaîne YouTube française sur les journalistes sur le terrain à Gaza. Et les premiers journalistes ciblés dans ce conflit, c'est les fixeurs. Parce que depuis le 7 octobre, aucun journaliste étranger n'a pu rentrer dans la bande de Gaza. Oui, vous savez, quand on couvre un conflit comme celui-là, et nous sommes malheureusement habitués à couvrir les conflits, nous nous attachons à pouvoir être des deux côtés. Le problème que nous avons là aujourd'hui, c'est que nous avons côté israélien 4 équipes pour la rédaction nationale, pour les journaux de France 2 et de ici 12-13 et ici 19-20, et qu'à Gaza, nous avons nos fixeurs, et uniquement nos fixeurs. Compte tenu du scénario terrible du 7 octobre, nous n'avons pas eu le temps de faire passer une équipe. Et là, on va rentrer dans le dur. Vous avez bien entendu, d'un côté, pour couvrir la société israélienne, France Télé dispose de 4 équipes. Et pour couvrir ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, Étienne Lénard nous dit qu'il se repose sur ce qu'ils appellent des fixeurs. Alors vous vous demandez peut-être ce qu'est un fixeur. En quoi c'est différent d'une source pour un journaliste? Eh bien, tout simplement, un fixeur, il est sur le terrain, il vit sur le terrain, mais il va aider le journaliste justement à se repérer sur ce terrain. Par exemple, si demain Denis Robert nous envoie couvrir la guerre des gangs à Mexico, il va nous falloir un fixeur.
Oui, bah, je préfère, oui. Parce que je parle même pas mexicain. Les fixeurs, ils connaissent la langue du coin, mais ils connaissent aussi la langue des journalistes, ce qui est pratique. Hein. Ils connaissent aussi les coins à éviter, les coins dans lesquels il faut aller pour choper de l'info, les personnes à qui parler, les personnes qui sont un peu dangereuses, attention, oulala. En fait, les fixeurs sont souvent eux-mêmes journalistes. Et aujourd'hui, eh ben, ce sont les principales sources d'information pour des médias occidentaux qui ne peuvent pas envoyer d'équipe dans Gaza. Blast travaille par exemple avec Mohamed El Saïf, qui a déjà réalisé 2 vidéos qui nous montrent ce qui se passe dans la bande de Gaza. À Blast, on préfère parler de lui comme d'un journaliste à part entière, mais les médias français continuent d'employer pour ses reporters sur le terrain le terme de fixeur. Ces fixeurs et ces journalistes sont donc devenus des sources. Ce sont les dernières sources d'informations sur ce que vivent les Palestiniens piégés dans la bande de Gaza, mais leur statut de journaliste ne les protège pas. Depuis le début des bombardements, un journaliste par jour a été tué dans la région. Le 7 novembre, Reporters sans frontières faisait état de 36 journalistes morts sous le feu de l'armée israélienne en 31 jours de guerre. Des chiffres qui dépassent de loin ceux qu'on a l'habitude de rapporter sur les autres zones de guerre. Voici Rochdi Sarraj, ici aux côtés de Frédéric Mettezo, journaliste à Radio France. Rochdi était fixeur et journaliste. Depuis 2008, il documentait la situation là-bas, il donnait des visages aux victimes, racontait leurs histoires et offrait au monde des images des bombardements israéliens, comme ceux de mai 2023, ici sur son Twitter. Il a été tué à l'âge de 31 ans. Et comme à chaque mort de journaliste, c'est une voix qui se tait, mais c'est aussi un regard qui s'éteint. Rochdi n'enverra plus d'images à Radio France et à Ouest France, pour lesquelles il travaillait ponctuellement. Voilà, c'était un reportage justement réalisé par le site, la chaîne YouTube Blast, mais qui montre un petit peu les difficultés qu'ont les fixeurs palestiniens pour diffuser la vérité à l'écran. Alors, messieurs, ces fixeurs sont les premières victimes. On arrive aujourd'hui à plus de 40 journalistes, entre photographes, caméramans et journalistes, tués dans la bande de Gaza. Oui, il y a seulement, hier, il y a eu 2 journalistes aussi. 2 journalistes, un de la télévision en Palestine. Ils sont devenus des cibles militaires, parce qu'on l'a dit déjà depuis le début de cette offensive, la guerre contre les civils palestiniens, que les journalistes, c'est devenu une cible depuis Chéline Abou Aqla. C'était vraiment délibéré, on a voulu tuer Chéline Abou Aqla, comme on a tué 41 journalistes à ce jour, entre photographes, caméramans. On a aussi bombardé les maisons des journalistes. Parce que familles aussi. Des familles, oui, des familles entières, comme la famille de Wael Dahdouh, qui était dans la ligne de mire d'Israël depuis longtemps, parce qu'il a fait une série de reportages Makhabia A'zam sur le Jazeera, où il a dévoilé beaucoup de choses. Un journaliste israélien a déclaré sur un plateau que Wael Dahdouh était ciblé officiellement. Oui, il est toujours ciblé. Abu Hatab, toute sa famille a été tué, le correspondant de la télévision palestinienne. Palestiniens et d'autres journalistes, y compris les journalistes qui sont... Donc, apparemment, on veut une guerre sans images. Et les images qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias arabes, parce qu'il faut dire qu'il y a des journalistes quand même qui travaillent avec beaucoup de courage, comme ceux de Jazeera, de l'Arabia, de Mayadeen aussi, qui est menacé fortement. Non, elle a été interdite. Exactement. TRT aussi. D'ailleurs, il y a une vague de solidarité avec le Mayadeen. Mayadeen l'ont interdit, donc Israël ne veut pas d'images. Et ils vont continuer, je pense, parce que qui va les arrêter? Ils sont en train de piétiner le droit international. Ils n'ont pas respecté plus de 100 résolutions de l'ONU depuis 1948. Et donc, ils vont... les organisations internationales, il faut le souligner, ont évoqué ce massacre parce qu'il y a pratiquement 2 journalistes par jour. Ça a été dit par Blast. C'est du jamais vu, même en temps de guerre, même dans les guerres les plus intenses, il n'y a pas un nombre aussi élevé de journalistes tués par jour. Et donc je pense qu'il s'agit d'actes délibérés pour empêcher la vérité d'éclater. Oui, Reda. Disons que c'est une guerre de l'information aussi. Les journalistes, dans ce cas de figure, ils sont considérés comme des sentinelles pour les adversaires. Donc à partir du moment où un journaliste est considéré comme quelqu'un qui transmet des informations contre les forces d'occupation, ils sont immédiatement neutralisés de manière à ce qu'ils puissent ne pas gêner le travail des forces d'occupation. Ça, c'est pas surprenant. Mais ça n'a jamais été fait à une aussi grande échelle et en utilisant des armes comme des avions de chasse, par exemple, pour bombarder des journalistes. Ou alors les bombarder avec de l'artillerie. Par exemple, le correspondant de Reuters a été bombardé avec l'artillerie lourde au Liban, dans une zone qui est une zone contrôlée par les Nations Unies. Et ça a été filmé d'ailleurs. Exactement. Et dans une zone qui n'est pas censée être une zone de combat. Un responsable, pour continuer, Reda, si vous permettez une phrase, un responsable israélien a dit que si les journalistes du monde sont objectifs, il parle de tous les journalistes, ils seront avec Hamas. Donc vous comprenez que c'est devenu une cible, c'est très clair. Tout à fait. Ça, même au début de l'intervention terrestre, il y a clairement eu une menace ouverte qui a été proférée à l'égard des journalistes en disant
nous ne pourrons pas garantir votre sécurité. Ça veut dire il faut... C'est un message qui a été envoyé. Il faut sortir de la bande de Gaza, ce qui est impossible déjà parce qu'elle est sous blocus et sous siège. L'AFP, elle est attaquée parce qu'elle a refusé d'utiliser le terme terroriste par rapport à l'organisation Hamas, malgré que le directeur d'information est responsable de cette agence, respectable malgré tout. Ils ont donné l'explicatif qu'il s'agit d'une agence de presse, ce n'est pas une agence de propagande. Malgré ça, ils ont ciblé son siège, c'est un choix qui a été fait. Donc, ce n'est pas des bombardements aveugles, hein, c'est des bombardements bien étudiés. Alors, il y a une chaîne justement qui ne montre pas la vérité, c'est Fox News, la chaîne américaine de droite. Des militants pro-palestiniens ont manifesté à l'intérieur justement du bâtiment de Fox News. On regarde les images et on revient au débat. Voilà, c'est des images justement qui ont fait le buzz et qui ont... la majorité des manifestants ont été embarqués par la police par la suite. Donc c'est vraiment une dénonciation de la manipulation médiatique à grande échelle. Il faut saluer le sursaut du peuple américain, qui quand même est un peuple merveilleux. C'est un peuple qui a manifesté à Washington, à New York. Ils ont empêché des navires qui allaient transporter des armes vers Israël. Ils ont manifesté à l'intérieur même du Parlement. Ils ont manifesté devant la maison du président Biden, qui a choisi sans camp dès le début. Ils ont aussi manifesté dans plusieurs villes américaines, et également à New York et d'autres villes. Donc les opinions publiques ont compris que les médias les manipulent. Certains, je veux dire certains médias, pas tous les médias, les manipulent et tendent à défendre qu'une seule narratif israélien par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et les opinions publiques, quand elles s'attaquent à un média, viennent manifester devant un média, ce média devrait se poser des questions sur les règles du journalisme. Brièvement, il y a eu aussi la même chose qui s'est passée en Angleterre, au siège de la BBC, qui est un média de service public, et la manifestation a entraîné, si vous voulez, un rééquilibrage de la ligne éditoriale qui est beaucoup plus objective depuis. Et donc, l'aspect de mobilisation populaire massif est aussi une bonne nouvelle qui dénote de la défaite stratégique, si vous voulez, du projet colonial sioniste en Palestine et au Moyen-Orient plus généralement. C'est-à-dire qu'on a remarqué vraiment une prise de conscience très très profonde des peuples du monde entier, non seulement du monde arabo-musulman, mais aussi du monde occidental. L'image d'Israël dans cette guerre, je pense, par rapport aux opinions publiques, elle est définitivement détruite. Merci Faisal Matawi, merci Reda Harirash, Sofiane Baroudi, vous êtes très bien avec le kéfier. Ça démontre un petit peu notre mobilisation pour la cause palestinienne. Je vous donnerai rendez-vous la semaine prochaine pour démasquer encore une fois la propagande sioniste à Gaza. Bonsoir.